What's up guys, Guts MMA, on est back cette fois-ci pour UFC Vegas 119. Un peu late cette semaine, je m'en excuse, malheureusement il y a eu des petits pépins là, d'horaire, donc ce ne sera pas un breakdown aussi complet qu'à l'habitude, surtout que la carte est dans quelques heures seulement. Mais je vais quand même vous faire un quick picks, donc vous donner mes picks rapidement et avec un léger breakdown, histoire de run through it assez rapidement. Comme à l'habitude, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, parlez-en là, si le contenu vous plaît, si vous en voulez plus sur Patreon ou sur Instagram, c'est là que ça se passe. Fait que that's it, guys, on ne perdra pas plus de temps, on va essayer de faire ça là, easy peasy et assez rapide. Fait qu'on a Shane Collins versus Otari Tandilovi en ouverture de carte, deux combattants qui font leur UFC début. Tandilovi a déjà été à Dana White Contender Series là, contre Josias Moussasas le moment, mais c'était pas un super look. Tandilovi, dangereux early, un bon kicking game, très explosif et rapide, mais il était à ralentir, à fade assez hard là, avec la durée du combat, ce qui, je crois, là, va lui donner beaucoup de fil à retordre dans ce combat-ci. Tout ce qu'il fait devient plus sloppy une fois fatigué. Puis de l'autre côté, Shane Collins n'a pas battu le niveau d'opposition le plus exceptionnel sur la scène régionale, mais il démontre déjà un bon skill set, puis vraiment une belle amélioration d'un combat à l'autre. Je pense qu'il est vraiment plus complet all around. Je pense que son process est meilleur, puis qu'il va être capable justement là, de surmonter le early storm, puis de wear on Otari Tandilovi progressivement. C'est mon pick et j'ai même quelques actions dessus. Donc, donnez-moi Shane Collins. Je pense que son ceiling est plus élevé puis qu'il devrait là, shiner dans ce combat-ci. Next, on a Carol Rosa versus Luana Santos. Honnêtement, en termes de moneyline, je ne vais pas s'aider d'un côté ou de l'autre. Un combat qui est très volatile à mon avis, qui va très fort probablement aller à la décision. Carol Rosa, je pense qu'elle a quelque chose comme 12 combats au UFC. Ce sont 12 décisions, donc pas connue pour ses habiletés de finish. Je pense ici là, que Carol Rosa a un gros avantage quand même au niveau du striking, au niveau du volume, du output, mais aussi techniquement, comparativement à Santos, qui fatigue aussi des fois là, late dans les combats. Par contre, Luana Santos, si elle peut take down Carol Rosa, on sait que elle n'est pas facile à mettre au sol, mais une fois sur son dos, son get-up game est pas superbe. Donc si Santos peut la piner sur le dos, 1-2 rounds, je pense pas qu'elle va se lever avec aisance. Et Santos pourrait le gagner sur la base du control time. Si elle n'y arrive pas, je pense qu'elle va se faire le piece-up à distance. Fait que combat très binaire et volatile à mon avis. Vite comme ça, je vais aller du côté de Carol Rosa, la vétérante avec plus d'expérience au UFC level. Next, Shabazian contre Levin Chokali. Oui, c'est le frère de Edmund Shabazian, mais pas du tout le même type de fighter. Son striking est très meux. Puis il n'a pas un bon cardio comme son frère. Par contre, il est très dangereux avec les subs. Vous voyez, 12 victoires, il y en a 11 par soumission là, de mémoire. Fait que c'est son way to go. Il n'a jamais été à la décision en carrière. Il s'est fait knocker lors de ses 4 défaites. De l'autre côté, Chukeli, 14 victoires, il y en a 11 par KO. Je pense 10 au premier round. Fait que le dude, il cogne fort. Il est plus petit, oui, mais contre un gars comme Leon Shabazian, qui n'a pas une super bonne défense sur les pieds, je pense que Levan Chokeli va le crack. Il s'est fait soumettre, il s'est fait finir aussi dans 2 de ses 3 défaites, mais c'était contre du niveau quand même élevé. Puis je pense justement là, qu'il y a un plafond un petit peu plus haut là, que Shabazian, plus un one-trick pony avec sa soumission. S'il peut servir de sa lutte défensivement, qui ne fait pas de takedown reckless, je pense pas que Leon va être capable de l'amener au sol. Puis je pense qu'il va le crack debout KO premier, deuxième round pour Levan Chokeli. C'est ma prédiction. Next, Michael Aswell, Gaston Bolaños. Je pense que Bolaños n'est pas nécessairement UFC level. 8-5 en MMA Pro. Bon background là, de Muay Thai, mais ça se transfère pas tant bien au MMA pour lui. Son ground game est à chier. Michael Aswell, pas connu pour être un lutteur au UFC level, mais par contre, je pense que s'il décide de prendre le easy path de takedown Bolaños, il peut le ragdoll au sol. Et même debout, sinon, même si Bolaños est technique, il y a quand même un striking relativement dangereux là, avec son Muay Thai. Je pense que Aswell, il a une meilleure boxe, il a un meilleur output, il est beaucoup plus durable également. Gaston Bolaños qui a des défaites contre des combattants très haut niveau. Là. Je pense que Aswell, à son âge, fait du progrès, il a du potentiel et il devrait passer Gaston Bolaños. Soit une décision convaincante, d'après moi 30-27, ou sinon un late finish pour Michael Aswell. C'est comme ça que je vois ça. Next, Alan Nascimento versus Mitch Raposo. Un combat qui a été recédulé minimum une fois.
Quand même difficile à read, mais je pense que Mitch Raposo va probablement s'incliner ici. Il y a l'avantage debout, il faut lui donner. Je pense qu'il y a le meilleur box, il y a un meilleur footwork, il est plus explosif. Fait que s'il décide de juste run around, rentrer, sortir, puis de tip and tap Nascimento, pourrait gagner une décision à mon avis. Mais il y a une grosse base de lutte également. S'il décide de shoot des takedowns, ça va se revirer contre lui, contre un Nascimento qui a un jiu-jitsu excessivement dangereux. À l'inverse, Nascimento, je veux dire, il y a un striking fonctionnel, quand même des tricky techniques là, à la Charles Oliveira, mais c'est pas son bread and butter, c'est vraiment son jiu-jitsu. Ça va être difficile, je pense, de takedown Mitch Raposo, justement, qui a un gros bagage en lutte. Mais il pourrait créer des espèces de scramble weird là, avec des pertes d'équilibre sur des calf kicks, où est-ce qu'on a déjà vu Mitch Raposo avoir beaucoup de difficultés, ou juste aller saisir le dos standing. Je pense que Nascimento, il pourrait là, créer justement des opportunités, même s'il n'y a pas les takedowns, d'initier le grappling. Dans tous les cas, ça reste un combat où je ne compte pas Mitch Raposo out. C'est un underdog qui pourrait pull up une win cette semaine. J'aime que Nascimento ait fait le poids sans trop de difficultés, lui qui a un historique de weight miss ou de difficulté avec la pesée. Fait que je vais s'aider du côté de Nascimento. Je pense juste qu'il y a un petit peu plus d'outils et d'opportunités. Tandis que Mitch Raposo, s'il veut gagner, ça lui prend un combat flawless. La moindre erreur là, pourrait lui coûter le combat. Donc, donnez-moi Nascimento. Next, on a Bia Mesquita contre Melissa Mullins. À mon avis, Bia Mesquita va roll over Melissa Mullins. Mesquita qui est ultra décorée en jiu-jitsu brésilien. Elle a seulement 2 combats au UFC level, mais elle démontre des très très bonnes capacités. Là. Donc non seulement elle est létale au niveau du sol, mais elle a quand même une bonne lutte et une très bonne physicalité. Puis de l'autre côté, Melissa Mullins, c'est aussi une jiu-jitsu girl. Son striking n'est pas exceptionnel, peut-être meilleur que Bia Mesquita, mais pas de quelque chose de... Pas un super gros gap, on va le dire comme ça. Mais Melissa Mullins, c'est une Jiu-Jitsu Black Belt également. Mais il y a des niveaux. Là. Je pense que Bia Mesquita est comme 4e degré. Melissa Mullins est Black Belt. Fait que ça pourrait jouer contre elle si elle décide justement d'embarquer dans la game de Jiu-Jitsu. Je pense que Mesquita va probablement roll over. Qu'est-ce que j'aime aussi de Mesquita? Elle a un bon top control, mais aussi un ground and pound violent, les 12-6 elbow. Même ses 2 victoires au UFC sont par soumission. Elle lance du gros ground and pound. Puis je pourrais la voir obtenir un TKO également. Puis sinon, même debout, Melissa Mullins, qui est relativement durable au visage, au corps un peu moins, mais elle ne wear pas bien le dégât. Là. On voit dans tous ses combats pratiquement, même ses victoires, elle est bloody up, elle se fait ouvrir, elle se fait bruised up la face. Fait que d'après moi, c'est one-way traffic ici. Je pense que Bia Mesquita va mettre ses mains sur Melissa Mullins. Je pense qu'il va y avoir des échanges au niveau du sol, puis elle devrait le terminer. La soumission, là, les cotes sont ish, mais le KO TKO à plus 475, je pense que c'est un avenue qui pourrait se matérialiser pour Bia Mesquita et qui a une bonne value. Next, André Lima versus Kevin Borjas. André Lima, très bon prospect à mon avis là, chez les flyweight. Oui, il est encore jeune. Il revient d'une pause de un peu plus d'1 an. Je pense que ça va être bon pour sa progression. Lui qui démontrait déjà des très très bonnes capacités. Je pense qu'il y a un ceiling élevé chez les flyweight. Il y a un bon striking méthodique. Defensively, il est responsable sur tape. Il est capable de mixer le grappling au besoin. Il conjure. Il a un bon volume. Des brown belt en jiu-jitsu, un arsenal de soumission à son actif également. Puis de l'autre côté, Kevin Borjas, striking correct en début de combat, mais étant à fade, il est low volume, son sol très iffy. Je pense vraiment que c'est un setup spot pour André Lima. Kevin Borjas aussi qui rush avec les calf kicks. On a vu André Lima là, dans son dernier combat. Dépecé, là, c'était Daniel Barrez, me semble, là, avec les calf kicks. En fait, il l'a dépecé partout, au corps, au visage, etc. Je pense qu'André Lima va pull up le même genre de performance. Puis Kevin Borjas qui revient d'une défaite, un bad knockout quand même, là, seulement 2-3 mois. A manqué la pesée hier, lookait pas good. D'après moi, là, c'est André Lima spot et par finish ici. Next, on continue de monter Vinicius Oliveira contre André Fili. Début de Vinicius Oliveira à 145 livres, c'est quand même à souligner. Puis c'est un gros favori. Honnêtement, là, à moins 300, je ne fais pas confiance à Vinicius Oliveira. Si j'ai un 10 à mettre, ça va être sur André Fili. Est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais pass? Je ne sais pas. André Fili, je pense que s'il ne se fait pas knock-out au premier round, il va cruiser vers la décision.
Oui, Vinicius Oliveira est plus dangereux debout, il cogne plus dur, mais André Fili, je crois qu'il est beaucoup plus technique, méthodique. Je pense que le wrestling dans son back pocket, on le voit souvent mixer les takedowns dans ses performances. Vinicius Oliveira, même, oui, s'est fait ragdoll au sol par Mario Bautista, qui est excellent. Mais je pense qu'André Fili pourrait là, sécuriser des takedowns là, et edger des rounds de cette façon-là, cumuler du control time. L'autre chose qui m'inquiète ici, c'est oui, Vinicius, il monte à 145 livres, mais il est habitué là, à 135 livres d'être le plus gros, de bully ses adversaires physiquement, tandis que là, ben, c'est plus le plus gros là, chez les 145 livres. Il y a un 16 normal, fait que ça va peut-être faire une différence ici. Fait qu'André Philippe, plus d'expérience, il a affronté un plus gros niveau de position all-around, un vet de la game. Il prend le combat un petit peu short notice, ça a noté. Ça, c'est un facteur qui est bearish pour André Philippe. Mais ultimement, je veux dire, je pense que c'est un underdog qui est live pour gagner cette semaine. À ce prix-là, je pense même que ça va être mon pick. Donc, donnez-moi André Philippe pour le upset, probablement par décision. On continue de monter. Melsik Bagdasaryan, Murtazali, Magomedov. Un combat qui est quand même volatile à mon avis. Mon angle préféré est Don't Go to Decision. Murtazali Magomedov là, qui arrive de Dana White Contender Series. 10-0, seulement des finishes à sa fiche. Donc oui, très dangereux. Bon straight punch, il cogne très dur. Il a droppé son adversaire avec un jab là, à Dana White Contender Series. Aussi un très bon ground game. Par contre, il ne shot pas des takedowns à non plus finir comme tous ses copains là, russes, du moins là, du tape que j'ai vu sur la scène régionale, mais un smooth operator là, on the ground. C'est ce qui m'inquiète. S'il décide de trader debout avec Melsik Bagdasaryan, on sait Melsik, là, il a un gros background en kickboxing. Il est extrêmement explosif, early, super rapide et technique debout. Donc, si Murtazali décide d'engager dans le striking, tit for that en début de combat, pourrait se retrouver dans l'eau chaude. On a vu Murtazali, là, même s'il est invaincu, je l'ai vu se faire drop puis se faire wobble assez brutalement là, sur la scène régionale. Donc, ça pourrait lui coûter le combat contre un Melsik Bagdasaryan qui est fresh. De l'autre côté, Melsik, il revient d'un long layoff quand même. Il y a autant de cancellations pour blessures que de combats au UFC, fait que c'est pas du tout un bon signe de son côté. Peu d'expérience, même s'il est plus âgé. Vous voyez, seulement là, 11 combats professionnels. Striker gaucher, ça peut être un peu plus tricky là, pour Murtazali. Mais encore une fois, s'il ne trouve pas un knockout là, dans les deux premiers rounds, ou si Murtazali décide d'implémenter un wrestling game plan, on pourrait voir Melsik se faire exposer au sol. Et même debout, je pense pas non plus qu'il y a une durabilité à tout casser. Je pense que Murtazali a la puissance pour crack Melsik. Fait que, bref, j'ai pas un lean clair sur le winner. Vite comme ça, je pense que je vais sider du côté de Magomedov, mais à ces odds-là, UFC début, je peux pas le backer avec mon argent. Donnez-moi Fight Don't Go to Decision, là, c'est mon play préféré sur ce combat-là. Next up, Hyder Amil contre Christian Rodriguez. Je vais sider du côté de C-Rod ici. Hyder Amil, il a un très gros output. Justement, son offense et sa défense pratiquement. Mais en parlant de défense pure, c'est pas super efficace. Il attaque tellement qu'il laisse énormément d'ouverture. C'est pas toujours le striking le plus peaufiné, le plus clean. Je pense que Christian Rodriguez, il va être live pour des contres. Par contre, il ne faut pas trop qu'il niaise, sinon il va se faire justement outwork debout, vu le output de Hyder Amil. Je pense que son chin, il est là pour être crack Hyder, mais je pense aussi qu'il peut se faire exposer au sol. On l'a vu là, dans son dernier combat contre Jamal Emmer, il s'est fait piner là, sur le dos pendant plus la moitié du combat là, de mémoire. Christian Rodriguez qui a de la lutte dans son back pocket, je pourrais le voir justement mixer la lutte au travers de ça pour aller edger les rounds. Puis Hyder Amil, 36 ans, je veux dire, sa carrière est relativement fresh, mais je pense que son ceiling est assez bas. Il n'y aura pas d'évolution massive d'un combat à l'autre de son côté. Versus un C-Rod qui est encore tout jeune, à 28 ans, continue d'évoluer, puis qui a affronté, je pense, un niveau de position bien meilleur là, au UFC level. Donc je pense que Christian Rodriguez a tous les outils pour emporter ce combat-ci. Next, la demi-finale, Ion Cutelaba versus Navajo Sterling. Sterling à moins 300-ish, honnêtement. J'ai de la misère à lui faire confiance, encore une fois. Si je devais juste prendre un pick, puis c'était un 50-50, je pense que je pencherais du côté de Sterling. Mais à plus 250 dans ces eaux-là, j'ai envie d'aller du côté d'Ion Cutelaba. Je veux dire, Navajo Sterling, il a un bon combattant, il a du potentiel, mais il n'a pas fait face, encore une fois, à un gros niveau de position. Je pense que Ion, c'est un gros step-up tout de même là, en compétition pour lui. Ion Early qui est très explosif, qui mixe bien les takedowns, puis pas des takedowns conventionnels nécessairement. Il y a un Sembo
sambo background avec c'est-tu du judo, bref, c'est pas des takedowns comme il est capable de faire des singles, des double legs, mais il peut amener ses adversaires au sol de façon un peu plus diverse et moins traditionnelle, ce qui pourrait là, justement mindfuck un peu Navajo Sterling. À distance, clairement, techniquement, et avec le volume, Navajo a un gros avantage. Mais je pense que Ion pourrait rendre le fight un petit peu crazy, pousser un pace, mixer le grappling. Puis who knows, là, on l'a vu dans 2 de ses dernières victoires avec des grosses soumissions. Sa guillotine a l'air serrée en sacrement. Fait que, tu sais, s'il est capable de créer des scrambles, des opportunités, je pourrais le voir dominer là, au niveau du sol. Sterling, bon anti-grappling là, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais pas contre des combattants superbes. Ion Cutelaba a aussi un gros avantage au niveau de l'expérience. Là, c'est pas difficile d'en convenir. Affronter des combattants beaucoup plus durs, du haut niveau. Donc, je pense que c'est un autre underdog qui est live pour créer le upset cette semaine. Sterling, oui, a beaucoup d'avantages, mais à moins 300, là, c'est dur de faire confiance là, avec mon argent, encore une fois. Fait que j'ai envie de sider slightly du côté du underdog, mais je reste indécis là, pour le moment. Et la finale, Kyoji Horiguchi versus Manel Kape, c'est un rematch. Si vous ne l'avez pas vu, ils sont battus le 9 ans. Kyoji Horiguchi qui a ragdoll Manel Kape pratiquement. Du début à la fin, c'est Kyoji qui a l'avantage. Il wobble, il drop Manel Kape plusieurs fois dans ce combat-là. Mais il était jeune, il avait 22 ans. Puis je pense que depuis, Manel Kape a fait un progrès phénoménal. Tandis que Kyoji, je veux dire, je pense, oui, il a fait du progrès, il a de l'expérience, mais à 35 ans, il commence à ralentir un petit peu, à mon avis. Quand on regarde son tape sur la scène régionale il y a quelques années et aujourd'hui, il est encore très sharp, très rapide pour la division. Mais je pense que le petit déclin en vitesse dans les réflexes, ça pourrait lui coûter cher contre un Manel Kape qui, lui, à mon avis, est actuellement dans son prime. Il cogne très, très dur. Je pense pas que le combat, il va ressembler au premier affrontement. Je pense pas que Kyoji va être capable d'avoir des takedowns à souhait et de contrôler Manel Kape. Même debout, je veux dire, je pense que ça va être difficile de le clip solide. Pas impossible, mais je pense que Kape est rendu beaucoup plus responsable défensivement puis beaucoup plus efficace dans son offensive. Kyoji, qui s'est fait craquer à quelques reprises dans le passé, il s'est fait knocker par un spinning back fist. On peut lui donner un pass, mais c'était un bad knockout dans un combat qui dominait contre Sergio Pettis. S'est fait knocker par Kai Asakura, il me semble. Puis même son dernier combat, il s'est fait dropper, mais premier round, là, il s'est fait blesser là, par Amir Albazi, pas nécessairement avec un gros power shot. Fait que j'ai des petits doutes là, à propos du menton de Kyoji. Puis sur 5 rounds, je pense que Manel Kape pourrait trouver des gros shots qui l'affectent, qui le drop, qui marquent beaucoup de points. Fait que bref, je pense que c'est pas du tout le même combat que v'là 9 ans. J'ai l'impression que Manel Kape est dans un bien meilleur space, à l'inverse de Kyoji Horiguchi qui a une toute petite régression. Ça reste un combat serré sur papier, mais je comprends que Manel Kape soit un léger favori là, ici. Fait que dans tous les cas, combat super intriguant. Je ne sais pas si je vais avoir des actions sur le fight, mais pour le pick, je vais y aller du côté là, de Kape, même si j'adore Kyoji, j'aimerais ça qu'il gagne. Je vais piquer avec mon cerveau et non mon cœur là, pour ce combat-ci. Donc voilà gang, c'est un wrap. Je pense que c'est le breakdown le plus vite que j'ai jamais fait. Je ne sais pas combien de temps ça a pris exactement, peut-être 15-20 minutes. Dans tous les cas, tant mieux si vous pouvez l'écouter d'ici les combats. Sinon, toutes mes excuses de ne pas avoir fait le breakdown complet comme à l'habitude. Je vous souhaite une belle carte, gang. Puis si vous avez des questions sur un fight plus spécifique, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous souhaite une bonne carte et un bon week-end. Peace out.